cette fois-ci, on va rentrer au cœur du sujet de la maintenance 4.0 et de la maintenance prévisionnelle, ou predictive maintenance, comme on dit en anglais, avec ici ce dont on parle beaucoup dans la vie de tous les jours, ces assistants personnels qui prennent aujourd'hui possession, on va dire, on n'espère pas trop possession de nos vies, mais en tout cas qui commencent à occuper nos domiciles. Et bien ici, on a un petit peu cette même démarche, mais dans l'industrie. Et je dirais même davantage vraiment en environnement industriel, c'est-à-dire des choses qui marchent, qui fonctionnent, avec ici donc Bob, donc l'assistant personnel pour la prévisionnelle au service des professionnels donc du métier, du métier de la maintenance, avec pour nous en parler donc d'un côté donc la gauche donc Lucas Morin de la société Eolan et Christophe Delabo voilà, de DV Group. Donc je vous laisse la parole, messieurs. Bonjour à tous. Vous l'aurez deviné, je suis Lucas Morin, donc de la société Eolan. On vient effectivement vous parler d'une solution de maintenance préventive qu'on a développée au sein d'Eolan et qui aujourd'hui est sur le marché depuis un petit moment déjà, mais pénètre aussi donc l'activité des professionnels du métier représentés par Christophe aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter très très rapidement d'où je viens et qui je suis, c'est-à-dire la société Eolan. Le but, c'est pas de vous faire des experts du métier de la sous-traitance en électronique, mais juste de contextualiser un peu le développement de cette solution. Donc Eolan, on est leader français en sous-traitance électronique. Histoire de résumer très grossièrement notre métier, on fabrique de la carte électronique, donc conception, intégration. Notre fleuron, c'est la carte électronique du Rafale. Dans notre activité, on a différents sites de production qui ont eux-mêmes des machines tournantes. Et évidemment, comme tout industriel, on a des besoins d'optimisation de maintenance. Et donc, on est parti d'un besoin initial interne qui était de monitorer de manière plus intelligente nos équipements pour optimiser notre production notre productivité. Donc, de manière échelonnée dans le temps, Eolan, c'est une société qui a vu le jour en 78, qui au début était donc un bureau de recherche et développement spécialisé dans la production de cartes électroniques. Au fur et à mesure, l'entreprise a grossi par des rachats de petites sociétés jusqu'à devenir un groupe industriel d'un peu plus de 3000 personnes, répartis en France, en Estonie, en Chine et au Maroc. Donc aujourd'hui, on fait 360 millions de chiffres d'affaires, évidemment principalement sur la sous-traitance en électronique. Mais depuis quelques années, depuis donc officiellement 2018, mais donc les prémices ont débuté en 2016, on a créé une nouvelle BU qui est la Smart Solution, qui va chercher à développer des capteurs intelligents à usage industriel. Alors encore une fois, nous on est une entreprise de sous-traitance, donc pour développer du produit propre, on est parti d'un besoin qu'on avait en interne. Et là, je dirais que la remarque qu'on s'est faite, c'est que si nous on avait un besoin, a priori il allait être duplicable chez nos clients ou chez d'autres industriels qui allaient venir nous en parler. Et donc c'est comme ça qu'on a pu créer la solution dont on vient vous parler aujourd'hui, qui est Bob Assistant. Donc pour rentrer un peu dans le dur de la maintenance prédictive 4.0, donc ça c'est un peu les mots à la mode qu'on entend beaucoup, l'industrie 4.0, la maintenance 4.0, le prédictif. Donc nous, le constat qu'on a pu faire initialement, encore une fois en tant qu'industriel, au-delà de développeur de la solution, c'était un besoin d'instrumentation de nos équipements. À l'époque, on avait rencontré des solutions disponibles sur étagère. Donc on a eu un certain nombre de commerciaux ou de startups à venir nous rencontrer, à nous présenter des super capteurs qui allaient récolter l'intégralité de nos informations de vibration, par exemple, afin de délocaliser l'intégralité de ces informations brutes dans un cloud. Et une fois dans le cloud, vous aviez une intelligence artificielle qui allait traiter cette quantité assez importante d'informations, ou alors des data analysts avec une couche de service supérieure qui allait exploiter des terras de données pour nous donner quelques informations sur nos machines. Donc ça, en fait, c'est ce qui permet de mettre en exergue cette slide qui présente les défis de la maintenance prédictive, donc du 4.0. Donc ça, c'est pas nous qui l'avons défini, c'est une étude de Bearing Point qui classe les défis de la maintenance prédictive en non technique et technique. Donc là, je vais étayer un petit peu avec du concret ces défis. Donc effectivement, l'investissement élevé. Donc là, quand on parle des premières solutions qu'on a rencontrées, donc le capteur qui fait la taille d'une boîte de chaussures, qu'il faut relier en énergie permanente, qui va donc être assez compliqué à installer,
Pourquoi? Parce qu'il va nécessiter d'arrêter notre ligne de production, de tirer un câble potentiellement sur 400 mètres pour l'alimenter, de transférer d'énormes quantités de données dans un serveur ou dans un cloud pour un traitement a posteriori. Et de fait, là, on va présenter les défis non techniques qui sont l'investissement élevé, coût capteur, arrêt de production sur une période donnée, consommation énergétique. Un cloud ou un serveur, ça va être du 1000 kW par heure sur de la grosse quantité de données. La coopération des équipes de prod et d'IT. Évidemment, nous, en interne, quand on a commencé à aller voir nos responsables de site en disant on va peut-être couper la ligne pendant 6 heures pour installer un capteur, on prenait un carton rouge assez immédiat parce qu'ils n'ont pas le temps. L'IT pour des raisons de sécurité de données évidentes. Alors nous, on travaille sur des sujets militaires. On a des clients aujourd'hui qui sont industriels, automobiles, aéronautiques, alimentaires, qui ont les mêmes prérequis, c'est-à-dire ma donnée de production, l'ADN de production de ma société, il est hors de question qu'elle se retrouve stockée dans un cloud qui peut être piraté, où on peut exploiter les données, où on peut savoir comment tourne mon usine, quand, à quelle fréquence, etc. et en tirer des conclusions. Donc effectivement, on a eu le même prérequis chez nous en interne, qui relève de la sécurité informatique. L'autre point qui, moi, me tient à cœur, c'est la sélection et disponibilité des données. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du big data, de la collecte d'infos, de l'analyse d'infos. Nous, le retour qu'on a depuis 18 mois en étant sur le terrain et en sondant un peu les différents industriels, c'est qu'il y en a pléthore qui ont récolté des terras de données. Et ils nous disent aujourd'hui, j'ai des serveurs, ils sont full données, j'ai des terras de données brutes et je ne sais pas quoi en faire. Je vais exploiter 4%, mais en réalité, j'ai asséché la baie de serveur de Californie pour pas grand-chose parce que ces données ne vont pas m'être réellement utiles de manière concrète. Et donc, le dernier lien est donc l'infrastructure informatique, puisque sur des solutions câblées qui envoient de la donnée brute, évidemment, il faut être capable de recevoir ces données, de les transmettre. Et donc, face à ces défis, nous, on s'est posé une question qui est assez simple, c'est de se dire, est-ce qu'on manque d'originalité et on fait comme tout le monde, on fait un capteur qui va prendre plein de données et on accentue beaucoup sur l'intelligence artificielle qui va être dans le cloud. Alors attention, je ne viens pas dénigrer ces solutions, c'est des solutions qui sont très performantes, mais qui vont avoir des besoins très particuliers de précision sur des machines, je dirais, essentielles, voire clés à une industrie. Nous, on est juste parti sur un autre constat, c'est de se dire, on peut développer un capteur, intégrer de l'intelligence dans ce capteur, faire en sorte que ce capteur il soit autonome sur l'apprentissage et l'analyse, et qui nous envoie que de la donnée, je dirais, pré-mâchée, où il va nous informer d'un changement de statut de l'équipement, et auquel cas on pourra prendre une décision d'intervention ou non sur la machine, voire de faire des analyses plus fines, plus poussées sur de l'analyse de vibrations plus précises. Alors nous, ce n'est pas notre métier évidemment, donc on s'appuie sur des partenaires comme DV Group, dont c'est le cœur de métier. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, c'est un peu le constat qu'on a fait au niveau du développement, c'est le chemin qu'on a pris. Donc effectivement, quand on parle de maintenance prédictive, et Christophe pourra en témoigner bien plus que moi, un changement d'état de machine, le premier signe distinctif finalement, ça va être la vibration. Alors historiquement, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont vraiment sur le terrain de la maintenance ici et depuis de nombreuses années. Nous, les retours qu'on a eus en interne chez nos clients, c'est de parler à des gens, parfois des rondiers, qui nous disent moi, ça fait 35 ans que je fais de la maintenance, ma machine, je la connais. Quand je passe à côté, si elle ne chante plus pareil, je l'entends tout de suite. Mon premier réflexe, c'est de poser la main dessus, et si c'est plus chaud, c'est qu'il y a un problème. Alors effectivement, ça marche très bien. Néanmoins, sur l'analyse vibratoire, on est capable de venir en amont de ce phénomène, puisque finalement, un bruit sur une machine et une surchauffe, c'est généralement une conséquence d'une dérive. Donc on est déjà dans une phase avancée de problème sur l'équipement, là où la vibration va être beaucoup plus en amont en termes d'anticipation. Avec ces différentes infos, je vous présente du coup le capteur qu'on a développé chez Olan qui s'appelle Bob Assistant. Alors on ne l'a pas développé en complète autonomie, on a un partenaire qui s'appelle Cartesiam, qui est une start-up qu'on a rencontrée à Angers. Donc aujourd'hui, ils ont déménagé pour des raisons qui sont floues à Toulon, mais ils sont passés de 3 à une trentaine de salariés. Ils sont spécialisés dans le développement d'intelligence artificielle embarquée dans des microcontrôleurs, donc dans des tout petits composants électroniques. Et c'est vraiment la force aujourd'hui du produit, c'est d'avoir délocalisé cette IA dans le capteur. Alors il y a une image qu'on aime exploiter finalement, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, le capteur Bob, c'est un docteur, sauf que l'intelligence, on l'a mise dans le stéthoscope directement qui va écouter la machine. Donc là, vous voyez un peu la répartition des rôles. Nous et Olan, sur ce capteur, on fait le développement du hardware et la production en France, à Montceau-les-Mines.
ainsi que la commercialisation auprès d'un réseau de partenaires, intégrateurs, distributeurs et professionnels du métier, évidemment. Et Cartesiam, son rôle, effectivement, est de développer le réseau de neurones qui est embarqué, de le mettre à jour, et effectivement de travailler sur une roadmap produit qu'on pourra évoquer plus tard si ça vous intéresse. Mais les informations à retenir, c'est que le capteur donc, est né d'un partenariat et qu'on l'a lancé sur le marché de manière officielle il y a 1 an et demi aujourd'hui. Et donc avant de le lancer, on était rendu à 900 000 heures de POC, parce qu'effectivement, on était sur une vraie rupture technologique et on ne voulait pas avoir un effet pétard mouillé, on voulait effectivement lancer un capteur qui était mûr, qui était sec. Et pour cela, on l'a développé avec des clients partenaires comme Veolia, qui nous ont fait énormément de retours sur des phases de POC, qui nous ont aidé à affiner les seuils d'alerte, le temps d'apprentissage, et qui me permet du coup de rebondir sur comment fonctionne le capteur en dur. Donc le capteur, je vous l'ai probablement suffisamment dit, mais on a intégré l'intelligence artificielle dans un microcontrôleur, ce qui va permettre au capteur d'intégrer un microcontrôleur, un accéléromètre et un chip radio Semtech qui va permettre d'envoyer les données en LoRa. Donc finalement, notre capteur, comment il fonctionne? Vous l'aimantez sur une machine tournante, alors machine tournante qui ronronne. Je ne peux pas vous dresser une liste parce qu'elle serait non exhaustive, hein, c'est tout ce qui va ronronner et vibrer dans son utilisation. Vous appuyez sur le capteur pour le démarrer, et à partir de là, il va être complètement autonome. C'est-à-dire qu'il va faire un apprentissage non supervisé de votre équipement pendant 7 jours. Alors un apprentissage non supervisé, pour expliquer très rapidement, en intelligence artificielle, vous allez avoir l'apprentissage supervisé. Donc ça, grosso modo, vous en faites probablement au moins un par semaine sur Internet. Vous rentrez, vous cochez une case Je ne suis pas un robot. On vous dit cliquez sur les images où vous voyez un pont. Bon là, en réalité, vous êtes en train d'entraîner l'intelligence artificielle de Google en lui disant ça c'est un pont, ça c'est un pont, ça c'est un pont, ça c'est un pont. Ce principe d'IA, il fait qu'à force de répétition, l'IA va devenir autonome et savoir le reconnaître. L'apprentissage non supervisé, ça va être un réseau de neurones qui va être autonome et qui va être capable en fait de faire un apprentissage en cherchant des récurrences. Donc nous, notre capteur, il faut le schématiser comme un patatoïde à 26 têtes qui va mesurer l'amplitude et la fréquence de la vibration des machines et qui va réussir à en définir un ou plusieurs nuages de points d'un fonctionnement de référence. Alors effectivement, on peut partir du principe que c'est un apprentissage temps zéro, en ayant conscience qu'on va faire un apprentissage sur une machine avec tel état de santé. Évidemment, le cas idéal est l'apprentissage sur un temps zéro d'un équipement post-maintenance ou neuf. Pour autant, on le verra un peu plus tard, mais les phénomènes de dérive vibratoire, notamment l'aspect exponentiel de la dérive sur la période de temps, permet de faire un apprentissage sur n'importe quelle typologie de machine. Donc, pour résumer encore une fois, notre capteur il va apprendre pendant 7 jours la référence vibratoire de la machine. Ensuite, il va venir la monitorer. Donc, pour ce faire, il va échantillonner des 0,25 secondes de vibration tous les 5 minutes, les comparer en local avec ses nuages de points, et il va être capable en fait de définir un pourcentage d'écart avec sa signature. Donc il y a un certain nombre d'informations qui vont être remontées, cet écart de vibration, le temps de fonctionnement, la température, le niveau de vibration anormal. On va avoir des rapports tous les 3 heures qui vont nous résumer les 3 heures précédentes de l'équipement. Bref, l'intérêt c'est vraiment d'avoir un assistant sur le terrain qui ne va pas vous dire il y a un problème et c'est ça le problème. Par contre, il va vous dire je connais la machine, là elle dérive et il faut venir la voir. Alors nous, effectivement, vous l'avez compris, on a fait une solution qui est sèche, qui fonctionne bien. Par contre, on n'est pas professionnel de la maintenance. Et avoir une solution efficace, c'est quelque chose. Savoir l'intégrer dans des process existants, c'est un métier. Donc nous, effectivement, on a réussi pendant 1 an et demi à faire essayer le capteur, à signer des contrats de déploiement monde avec Veolia, je dirais à amorcer la pompe et à valider l'aspect métier du capteur, c'est-à-dire on le met sur un équipement, on arrive à déceler qu'il y a une dérive, et on va vérifier sur site que la dérive est avérée, on l'identifie et on fait l'intervention nécessaire. Donc là, je vous mets juste quelques slides qui justifient des essais qu'on a fait. Donc Veolia qui a signé un contrat de déploiement monde. La SNCF qui a fait des essais sur un technicentre aux Oulins et qui a permis de voir une panne sur un groupe froid. Alors le capteur, a priori, a été le premier à donner l'alerte. L'autre info, c'est que le capteur qui était fourni par le fabricant OEM n'avait pas encore envoyé d'alerte, lui. Donc ça, c'est vraiment toujours sur l'aspect de la période d'anticipation. On a reçu quelques prix aussi. Donc on a eu le défi innovation de Haute-Paris. Donc on a un POC avec eux où on a déployé quelques dizaines de capteurs. On a eu aussi le trophée innovation sur l'IoT World Congress de Barcelone. Mais bon, tout ça pour résumer un cas d'usage concret. Donc là, on est dans le traitement de l'eau. C'est ce qu'on appelle une vis dégrilleur. Donc c'est une vis sans fin qui va traiter les eaux usagées. Donc en l'occurrence, faire un acheminement de boue usagée.
C'est un équipement qui est assez critique parce que la vis tourne effectivement très lentement. La boue va colmater, va sécher, va boucher l'équipement jusqu'à arriver à une casse mécanique. Donc c'est un équipement qui est connu pour sa criticité. Néanmoins, on ne sait pas aujourd'hui mesurer à quel moment la boue va sécher, boucher et péter la machine. Donc là, l'intérêt pour ce client, ça a été de se dire, je vais monitorer la vibration de mon équipement. Et plutôt que d'attendre la casse ou d'intervenir parfois trop tard avec un process très lourd, je vais me baser sur les retours du capteur qui va me dire, attention, là, on s'écarte beaucoup de la signature, c'est qu'il y a un souci à l'intérieur, et je vais faire ma maintenance à ce moment-là. Donc le résultat est assez flagrant. On est passé d'un process où effectivement, avant l'intervention, elle nécessitait 3 techniciens et on avait un remplacement de l'équipement qui se faisait sur 3 heures. Aujourd'hui, en se basant sur l'info remontée par le capteur qui est encore une fois la dérive vibratoire, on a une intervention de 2 personnes pendant 1 heure. Donc effectivement, le gain en productivité, il est très vite mesuré. On a aussi un gain économique, évidemment, puisqu'on va casser potentiellement moins de pièces dans les équipements. Si on remplace un seul élément plutôt que d'attendre une casse qui va potentiellement engendrer d'autres casses dans la machine, le calcul est assez vite rentable. Et donc pour résumer de manière assez simple et encore une fois non exhaustive les typologies de machines sur lesquelles le capteur fonctionne bien, ça va être du compresseur d'air, du moteur électrique, du groupe froid, du four de réfusion, de la turbine d'aspiration. Pour être plus dédié au marché de l'eau, on est sur des agitateurs, on est sur des ponts racleurs, sur des surpresseurs, on est sur des étuves. Donc voilà, il y a une typologie de machine qui est très variée. Et donc avant de passer la parole à Christophe pour rentrer dans l'expertise métier, voilà, je résumerai en fait le développement du capteur comme une solution qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves, mais qui nécessite d'être maîtrisée aussi par des professionnels du métier qui vont savoir l'exploiter et l'intégrer dans des process existants plutôt que de révolutionner complètement la maintenance, parce qu'on parle d'un nouveau paradigme quand on fait du prédictif avec de l'IA. Donc on a besoin d'experts du métier qui vont être capables de l'intégrer au bon moment, au bon endroit, et de ne pas révolutionner les process, mais de le faire intelligemment. Ouais, je te laisse la parole, Christophe. Merci. Tu vois, c'est en panne déjà. Voilà. Alors, je vais me présenter brièvement. Christophe Dehalot, responsable des business unit électromécanique et contrôle au sein du groupe DV Group. DV Group a une existence de plus de 50 ans dans le domaine de la maintenance industrielle, de l'ingénierie et également le contrôle depuis 35 ans à ces jours-ci. La volonté de DV Group, c'est d'être au plus près de ses clients finaux. Donc Allô, ouais. On a 11 agences techniques qui sont disponibles, réparties en France et à l'international au niveau de l'Europe, avec 250 collaborateurs. Donc on s'est inscrit depuis plus de 5 ans sur l'industrie 4.0 et les nouvelles technologies numériques. Dans lequel on a souhaité voir les enjeux de l'industrie du futur, parce qu'il est important de bien poser les fondations pour permettre de trouver les différents enjeux. Je sais pas si... Excusez-nous, un petit problème technique. Voilà. Donc, dans le but de mieux satisfaire les clients, et ce par 4 pavés principaux: la flexibilité et l'évolution que vous pouvez voir au quotidien, c'est-à-dire avoir une adaptabilité de votre production, une meilleure allocation des ressources. On s'aperçoit qu'on a tous des clients qui ont des rondiers, qui vont faire des rondes, qui ne sont pas forcément systématiquement nécessaires. Donc le but, c'est de les envoyer au juste à temps et permettre de dégager du temps pour faire d'autres opérations. Donc c'est un gain pour l'industriel. La productivité, bien entendu, on entend tous les baisses de coûts nécessaires, que ce soit vous par rapport à vos clients finaux, nous les fournisseurs par rapport à nos clients.
Une recherche de l'accélération de la production. Hein. Ce qu'on veut, c'est avoir un TRS le plus adéquat et le maximum possible. Un times to market, forcément, on doit s'adapter en permanence aux nouveaux marchés qui sont en train de se développer, avoir une réactivité par rapport à ces demandes qui sont en perpétuelle mutation, avoir des sociétés au marché, enfin une adaptation des sociétés au marché des nouvelles technologies. Donc ça, forcément, ça va à une vitesse exponentielle. Hein. Si on recule 10 ans en arrière, parler d'intelligence artificielle, oui, on en parlait déjà, mais c'était vraiment les prémices de cette technologie. La qualité, donc les clients finaux sont de plus en plus exigeants et nous, on fait partie des clients finaux, hein, on est des consommateurs, donc des clients. Donc forcément, ça se répercute sur l'ensemble et pour ça, il faut avoir une technologie qui nous permet de produire le mieux possible avec une qualité optimum. Vous savez très bien que tout produit qui est en rotation a une vibration et si la vibration n'est pas maîtrisée, par exemple, vous pouvez engendrer des défauts de qualité, détectés ou pas. Donc vous pouvez avoir des retours négatifs de vos clients et surtout des pertes de production et des coûts anormaux. Alors, nos solutions de l'industrie 4.0. Donc, DV Group, hein, comme je le disais, s'inscrit dans cette mutation technologique depuis plus de 5 ans. Tout ça pour respecter plusieurs critères, hein, les enjeux économiques, bien sûr, les enjeux environnementaux et surtout sociétaux, ce qui est très important également dans notre monde actuel. De votre côté, vous devez être de plus en plus connecté à vos clients finaux. Et pour être de plus en plus connecté à vos clients finaux, il faut que vous le soyez également au niveau de votre outil de production, de vos machines et de votre process. Donc c'est dans ce domaine-là qu'on s'inscrit. Et nous, on a réfléchi à avoir une solution transverse. Comme je le disais en début de présentation, on a 3 grosses business units. L'ingénierie qui vous permet au travers de recherche d'avoir un upgrade des installations, que ce soit sur la commande numérique, sur des produits obsolètes, j'en passe et des meilleurs, de l'intégration et de la simulation d'intégration de robots, par exemple. Ensuite, vous avez la business unit maintenance avec 2 départements privilégiés, l'électronique et l'électromécanique, où là, on va vous accompagner pour maintenir votre outil de production qui aura été détecté en prémisse d'un défaut. Donc voilà, avec des coûts minimisés, étant donné qu'on a pu détecter ce défaut et ne pas dégrader jusqu'à la casse totale du produit. Et la dernière business unit qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui, c'est la partie contrôle, où là, on va faire 2 grands domaines. Hein. La partie offline, ce qu'on appelle offline, on a des ingénieurs et des techniciens de la maintenance prédictive qui vont intervenir chez vous, qui vont faire un certain nombre de mesures par des rondes régulières, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Et la partie contrôle online, où là, on va, je dirais, mettre des capteurs à demeure sur vos installations, avec toujours en prise en compte le rapport qualité-prix, hein, parce que forcément, on ne va pas le dupliquer sur toutes vos installations. On va se focaliser sur les produits sensibles chez vous et qui sont, je dirais, très importants dans votre production. Au travers de ça, on a mis une stratégie qui peut être plus ou moins avancée en fonction de votre souhait, comme disait Lucas tout à l'heure. On a des clients qui souhaitent avoir les données qui restent chez eux, donc on sera plutôt dans une edge computing chez nous. D'autres qui vont être assez ouverts et veulent avoir une vision, je dirais, très pertinente des données qu'on aurait pu récupérer.
Donc, dans un premier temps, pardon, on va faire l'acquisition des données. Alors, les données peuvent être liées à des capteurs simples, des capteurs intelligents comme les Bob, mais également des données process, des données RH. Voilà, tout ça peut être capté et intégré dans des modules d'analyse derrière. Donc, la force de DV Group, c'est de connaître le terrain et d'être proche de votre process et de connaître l'ensemble des process. Parce qu'on a un panel de clients qui va de l'automobile, l'aéronautique, l'agroalimentaire, la chimie, pétrochimie. Enfin voilà, j'en passe des meilleurs. Donc, l'ensemble des process, on les connaît. Les entraînements électromécaniques, on est expert in motion technology. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ensuite, on peut transmettre ces données dans les datas et pouvoir les traiter par des algorithmes qu'on a mis au point, des apps disponibles. Bien sûr, avec un échange très pertinent avec le client pour savoir le rendu qu'il souhaite avoir. Ça ne sert à rien, comme disait Lucas, de capter une multitude de données si on ne sait pas quoi en faire. Donc, le rôle de DV, c'est de faire un brainstorming avec le client et de savoir jusqu'où il veut aller. Et là, en fonction de ça, on lui dira il faudra telle donnée. À partir de là, on pourra l'accompagner pour lui faire un rendu simple au travers de dashboards. On est dans cette phase depuis quelques années maintenant et on s'oriente, pas actuellement, mais c'est en cours, c'est obligatoire de le commencer maintenant, vers une optimisation prescriptive. Alors, je m'explique sur ce terme. On est actuellement dans le prédictif et le prescriptif, c'est j'ai un fonctionnement de machines, d'installations diverses qui sont monitorées. Avant que le défaut n'apparaisse, on sera capable de vous dire, vu le fonctionnement de votre machine, vous travaillez à telle vitesse, telle vibration, etc., vous allez avoir un défaut dans X temps. Mais ça, c'est une analyse avec des algorithmes mathématiques bien particuliers. Et il faut avoir un certain nombre de données pour pouvoir résoudre tous ces problèmes-là. Donc, le pourquoi de notre association et surtout collaboration avec Eolan, c'est parce qu'eux ont un capteur intelligent qui nous permet de pouvoir capter un certain nombre de données. Et au travers de notre expertise, on sera capable d'envoyer de façon pertinente nos techniciens pour aller voir au plus près de la machine et d'analyser précisément ce qui se passe. Vous avez déjà une première information qui est donnée par Bob. Derrière, notre rôle, c'est de vous dire c'est tel problème, donc le qualifier et le quantifier par rapport à ce qu'on pourra mesurer avec d'autres appareils de mesure ponctuels. J'en ai fini sur la présentation. Ce qu'on vous invite à faire, voilà, c'est de venir nous rendre visite sur notre stand. Vous pourrez assister à une démonstration de tout ce qu'on vous a présenté. Donc le Bob, Lucas et moi, on sera présents pendant tout le reste de la journée. Donc vous serez le bienvenu et on pourra vous détailler un peu plus les capacités du capteur et ce qu'on a mis en place avec la société Eolan pour vous servir au quotidien. Voilà, je vous remercie. Vous n'avez pas une vidéo par hasard qui nous montrerait un peu comment tout cela fonctionne? Vous n'avez pas... Ou alors sur le stand, c'est ça? Bon. Ok. Bon. Juste pour être concret, comment ça se met en place? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place? Est-ce qu'il y a besoin quand même d'un certain accompagnement? Et voilà, déjà cette première question. J'en ai après une autre sur le cloud. Mais... Alors, je vais répondre à cette question. Sur le stand, j'ai quelques collaborateurs qui n'étaient pas encore informés de ce partenariat. Sincèrement, on a mis 5 minutes à les former. Donc voilà, je pense que ça répond à la question et à la facilité de mise en service du capteur et les remontées d'informations qui sont vraiment très pertinentes et en live.
Ma seconde question, c'est par rapport à cette opposition, on va dire, c'est cette alternative entre le cloud et la technologie Edge. Qu'est-ce que vous préconisez et dans quelles circonstances vous préconisez plutôt l'Edge ou plutôt le cloud? Alors, ça, c'est un choix qui est lié au client, hein. Bien sûr, on ne peut pas aller contre sa volonté. Si le client souhaite avoir les données qui restent totalement au sein de son entreprise, on est obligé de rester sur une solution Edge Computing. Ok. Certains sont ouverts, mais bien sûr avec des systèmes de sécurité qui sont validés par leur système informatique, hein, leur département informatique. Le but, c'est de pouvoir avoir des données sur lesquelles on va, je dirais, construire des algorithmes, apprendre au fur et à mesure ces différentes données, les corréler ensemble par des algorithmes mathématiques qui ne sont pas forcément disponibles en edge computing, peut-être de façon plus simple, mais pas, je dirais, évolutive dans le temps. Voilà, on n'aura pas une action, parce que nous, on sera complètement noir par rapport à ce qui se passe dans l'usine, alors que le cloud, avec les autorisations du client final, soit total, soit sur demande du client, ça arrive également, on pourra prendre la main et expertiser. Avez-vous des questions? Alors, est-ce que c'est Atex? Je demanderais juste de parler dans le micro parce que pour la vidéo, après, on n'entend pas les questions. Alors, on a une version actuelle qui est IP68, donc qui est vraiment faite pour l'industrie, et on est en train de faire un capteur full latex, effectivement. Donc, on a lancé les démarches il y a un petit peu plus d'un an. Au départ, on a voulu internaliser un peu ce développement, et on s'est rendu compte que faire passer à Atex une solution complète, on perd quelques cheveux. Donc, ouais, on a externalisé ça auprès d'un laboratoire spécialisé pour effectivement proposer une solution Atex. Alors, j'ai plus la catégorisation en tête, mais effectivement, l'idéal, c'est d'être en zone 1, voire 0 dans certains cas. Donc oui, tout à texte. Bonjour, j'avais une question par rapport à l'interface de Bob. Comment en Edge, en local, comment on récupère l'information? Comment on la visualise? Alors, en fait, le protocole de communication du capteur, c'est du LoRa. Donc, si vous voulez, la trame qui va être envoyée, alors l'avantage, encore une fois, du protocole LoRa, c'est la très faible consommation énergétique. C'est-à-dire que le capteur, il est sans fil. Vous avez une pile au lithium-ion dedans qui va avoir une autonomie en fonctionnement nominal de 2 ans. On peut augmenter l'autonomie du capteur en changeant les paramètres de fréquence d'échantillonnage. Mais l'information, et donc pour répondre à votre question, le capteur va émettre ce qu'on appelle une payload, donc une trame, qui va faire 50 octets, donc un tiers de SMS, et qui va comporter en fait l'intégralité des analyses qu'il aura déjà effectuées à l'intérieur. Simplement, le tableau de bord qui va réceptionner cette trame va traduire cette payload pour l'afficher sous différentes formes, graphiques, rapports, notifications, texte, exactement. Donc ça nécessite une interface particulière ou... Alors, ça nécessite un dashboard. Nous, aujourd'hui, on a un dashboard et en fait, on fournit une documentation d'intégration à nos partenaires qui sont à même de développer la même interface que la nôtre dans leur système. Donc, il y a une documentation de codec qui est disponible pour intégrer ça. D'accord. Et est-ce que, justement, on est dans l'industrie connectée, est-ce que c'est connecté avec les machines? Est-ce que cette interface peut dialoguer avec les machines? Par exemple, pour monter une alarme sur une machine? Alors, on ne va pas remonter une alarme sur une machine. On va être capable d'envoyer des alertes personnalisées par SMS ou par email directement auprès des intéressés. Donc, il y a différents déclencheurs d'alerte. Il n'y a pas que l'alerte émise par le Bob. Il y a différents déclencheurs de temps de fonctionnement, de taux de fonctionnement, de statut de machine, allumée, éteinte. Et effectivement, on est capable de paramétrer très simplement en fait, des notifications personnalisées où on envoie SMS et email au destinataire de notre choix. Une dernière question, un peu plus technique, par rapport à l'acquisition des signaux. Tout à l'heure, vous avez dit 0,25 secondes, temps d'acquisition, toutes les 25 minutes, c'est ça que j'ai entendu? Tous les 5 minutes. 5 minutes? Tout à fait. Très bien. Alors après, comme c'est du protocole radio, on doit respecter ce qu'on appelle le LoRa Duty Cycle, qui restreint un peu la quantité de données émises chaque jour. Donc effectivement, le capteur va envoyer un rapport tous les 3 heures
et je distingue rapport et alerte, c'est important de le préciser. Tous les 3 heures, vous recevez un rapport qui vous fait un résumé des 3 heures précédentes. Donc c'est tout simplement l'affichage de l'échantillonnage tous les 5 minutes effectué au cours des 3 dernières heures, moyenné sur certaines données pour avoir une information plus claire et lisible. A l'inverse, donc pour revenir à l'aspect alerting, le capteur, quand il va calculer 25% de dérive avec la signature qu'il a apprise, là où les signatures, encore une fois, il va faire ce qu'on appelle une accentuation de sa fréquence d'échantillonnage pour éviter ce qu'on appelle le phénomène de fausse alerte. C'est-à-dire que le capteur décèle 25% d'anomalies, il ne va pas tout de suite envoyer l'alerte. Il va d'abord accentuer sa fréquence d'échantillonnage, donc il va échantillonner les vibrations non plus tous les 5 minutes, mais tous les 30 secondes pendant 5 minutes, pour s'assurer que l'anomalie perdure, et à ce moment-là, il va vous envoyer l'alerte. Donc c'est du temps semi-réel, parce qu'il veut quand même s'assurer qu'il y a une continuité dans l'alerte, mais vous la recevez par contre, non pas tous les 3 heures, mais immédiatement en protocole LoRa. Encore une dernière question, vous avez suscité mon intérêt. Par rapport aux conditions de fonctionnement de la machine, est-ce que l'appareil devine comment fonctionne la machine? Donc, est-ce qu'il devine sa vitesse de rotation, sa charge, etc. Non. Alors, c'est pas qu'il le devine pas, c'est que finalement, le capteur, il est sur une autre approche. Il est vraiment sur une analyse préfaite par le capteur, et avec l'assistance d'une IA qui, elle, va vraiment apprendre en autonomie une référence, sans remonter cette donnée brute. Juste vous dire, je connais la référence et je sais quand ça dévie. Donc non, effectivement, on ne va pas remonter de données brutes de charge, de transformés de Fourier brut. Par contre, on va vous remonter les informations de je fonctionne, je dérive beaucoup, il faut aller voir. Ok, merci. Merci. Merci pour toutes vos questions. Y en a-t-il d'autres? Bonjour. Donc moi j'ai une question au niveau du changement de série. Est-ce qu'il est capable de s'adapter au changement de série ou il est nécessaire d'utiliser un autre capteur pour une autre série? Alors en fait, vous avez plusieurs possibilités. Donc pour revenir sur l'apprentissage du capteur, pendant les 7 premiers jours, il ne va pas faire 7 jours d'apprentissage. C'est juste une plage de temps qui a été définie dans la moyenne, donc 95% des cas, elle permet de voir les différents régimes vibratoires qui sont liés à des séries. Pour autant, si vous lancez une nouvelle série 4 mois après, admettons, vous avez une commande à distance. Donc là, on utilise ce qu'on appelle le downlink, donc des commandes descendantes vers le capteur, qui vous permettent de relancer à tout moment un apprentissage complémentaire ou un réapprentissage total. C'est-à-dire que vous êtes capable de lui dire les séries que tu as vues au préalable, elles vont revenir, mais pas tout de suite. Donc là, tu relances un apprentissage complémentaire de quelques heures. Ou à l'inverse, lui dire tu rebootes et tu repars à zéro. Sur ce beau projet, enfin ce beau produit, c'est plus un projet, peut-être un petit mot un peu plus précis sur les retours d'expérience. Donc vous travaillez avec Veolia, c'est ça? Y a-t-il d'autres également entreprises et sur quelle application spécifique? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de restriction d'application, hein, vous l'aurez compris. Alors au-delà du fait que c'est vraiment dédié à l'industrie, effectivement aujourd'hui on travaille donc avec Veolia, avec qui on a signé un contrat de déploiement monde. Mais si vous voulez, nous, Eolan, en tant que développeur et concepteur du produit avec Cartesiam, encore une fois, notre métier ne relève pas de la maintenance. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où l'attrait est avéré, encore une fois, l'aspect métier est validé. Donc, on a eu des très bons retours, que ce soit dans le traitement de l'eau, chez des constructeurs automobiles, chez des équipementiers automobiles, chez donc le transport ferroviaire avec la SNCF, dans différents types d'industries, hein, alimentaires, transformation de bois, enfin vraiment le nombre d'industries est vraiment très varié. Mais aujourd'hui, nous, notre volonté, c'est plutôt de laisser, si vous voulez, les professionnels prendre le relais et donc de travailler avec des distributeurs ou des partenaires dont c'est le métier et qui vont être capables de l'intégrer de manière intelligente, je dirais, à la manière de travailler dans la maintenance, plutôt que nous, parce que nous, encore une fois, on est une société, alors on est des couteaux suisses techniques. Par contre, quand on arrive sur un site de prod pour parler maintenance, c'est pas notre métier. Et autant on sait très vite comprendre l'enjeu et l'intérêt de la solution, autant on n'est pas capable de fournir un réel conseil de mise en œuvre. Et vous travaillez avec d'autres distributeurs aussi? Vous avez déjà... Alors oui, Où est-ce qu'on vous trouve concrètement? Alors aujourd'hui, vous nous trouvez en France, en Europe, vous nous trouvez aussi donc aux US avec un partenaire qui s'appelle My Devices, qui est fournisseur de connectivité LoRa, de plateforme, qui sait aussi faire du support de premier niveau. Donc si vous voulez, on n'a pas de restrictions géographiques aujourd'hui. Simplement, on cherche un tissu de partenaires qui se met en place avec des V-Group, avec des entreprises de facility management
qui vont plutôt être sur du smart building. Donc voilà, je dirais que le périmètre est très large et le nombre de partenaires se démultiplie. Mais après, je veux dire, je ne veux pas faire de première annonce tout de suite, puisqu'on a des campagnes qui se mettent en place où on va annoncer ça en temps voulu.